J'enregistre. Bienvenue chez... Là, je suis en face de Jean-Christian. Sur les hauteurs de Paris, le soleil vient de se coucher sur le mont Valérien. On est très très haut, c'est magnifique. Et en plus, il y a un buste de Bouddha. Bon, bref. On est dans le voyage, on est dans l'aventure. On est avec Jean-Christian. On se connaît un petit peu beaucoup. Ouais, un petit peu. Beaucoup, ce serait un grand mot. Merci. Bonsoir, Jean-Christian. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Il y a un ange derrière qui nous surveille. Si un ange nous surveille... Ah ouais, belle sculpture. Parfois, la boussole se dérègle. Le nord se brouille. Les repères vacillent. Septentrion est né de ce vertige. Un podcast pour celles et ceux qui explorent le monde. Pour celles et ceux qui le racontent dans des livres, des films, mais surtout des engagements. Je m'appelle Stéphane Dugast. Je suis auteur, réalisateur et explorateur à ma façon. Bienvenue sur mon podcast Septentrion, là où souffle l'aventure. L'ami Jean-Christian, c'est d'abord une présence, un regard bleu, perçant, les mâchoires souvent serrées, le sourire tarde à venir, et puis tout d'un coup un éclair, une phrase, une aventure, un aventurier, un livre. Jean-Christian, faut le dire, est un drôle d'explorateur. Un explorateur évidemment pas comme les autres. Il aurait pu, après la vente de ses sociétés, faire du golf, jouer au bridge, aller à Dubaï, fréquenter tous les hôtels de luxe. Il a choisi plutôt de vivre l'aventure avec un grand A. Alors, il la vit de l'intérieur, il les mécène, ses aventures, en côtoyant les plus grands, les plus grandes, et en partageant des aventures insensées. Vous allez le découvrir au fil de ce podcast. Mais le plus intéressant, ça a été de remonter à la source, puisque Jean-Christian est quelqu'un de modeste. On y découvrira qu'il a fait ses premières armes comme grand reporter en Afghanistan, en pleine guerre entre soviétiques et moudjahidines, cher à son cœur. Il aime l'aventure avec un grand A, il aime l'adrénaline, mais pas seulement, il aime les frissons, mais évidemment pas seulement. Il aime la littérature, la réflexion, le sens. Bref, c'est un numéro étonnant, le numéro 13, j'espère qu'il nous portera bonheur, que je vous propose d'écouter. Vous êtes en compagnie de Jean-Christian Kipp, serial explorateur. Et là, t'es entre deux voyages, c'est ça ? Ouais. Là, l'idée, c'est bientôt, c'est départ pour, en plus, une région du monde, pas très peaceful, diraient les jeunes, pas très en paix. Tu peux nous en dire plus, là ? Tu prépares quoi comme voyage ? Je pars le 4, les billets sont pris, les vaccins sont faits, je pars le 4 pour le Kivu. Alors le Kivu, personne ne connaît, et c'est pour ça que j'y vais, évidemment. Le Kivu, c'est une zone frontalière entre la République du Congo et le Rwanda, dans laquelle sévit un conflit depuis 30 ans, qui est dit être, bien qu'il soit totalement méconnu, le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. On parle de 3 à 6 millions de morts. Alors le Kivu, c'est on assiste au Kivu à une guerre un peu totale, enfin où il y a tous les ingrédients qui rendent les guerres terribles. Il y a des viols en série, il y a des enfants soldats, il y a des seigneurs de la guerre. Il y a des exactions extrêmement dures, c'est-à-dire que quand il y a une attaque d'un seigneur sur un village, tous les hommes sont tués, toutes les femmes sont violées, les enfants sont récupérés pour en faire des enfants soldats. Et ce conflit est ignoré, on ne sait pas trop pourquoi en fait. C'est aussi une raison pour laquelle j'y vais, c'est pour savoir comment se fait-il qu'un conflit d'une telle ampleur existe sans qu'on en parle plus. On parle beaucoup plus, évidemment, de l'Ukraine, qui nous touche plus, de la bande de Gaza, qui nous touche plus. Là, c'est un conflit entre Noirs, c'est un conflit entre chrétiens, donc il y a moins de grains à moudre, je dirais, entre guillemets. Mais il y a certainement d'autres raisons. Une autre raison, c'est certainement parce qu'il est difficile d'avoir des images et des films, parce que pour faire 20 km dans la brousse, dans cette zone-là, il faut 6 heures. Et comme c'est une série d'escarmouches, c'est plutôt de la guérilla, si vous voulez, ou si tu veux, plutôt qu'une guerre de tranchées, on voit bien où est l'ennemi.
il y a certainement une difficulté à se rendre sur place. Qu'est-ce qui te motive justement à monter maintenant tes propres aventures, à suivre les aventures des autres, parce qu'on y reviendra et on le racontera, et surtout à aller dans des endroits, pas crados, c'est pas dans le sens saleté, Oui. encore que, mais c'est dans le sens de la noirceur humaine. Qu'est-ce qui te motive à aller sur les théâtres, les militaires diraient sur les théâtres d'opération ou sur les zones de conflit? Alors d'abord, je ne fais pas que ça. Quand j'ai vendu mes sociétés, j'ai créé une fondation qui s'appelle Odysseus, enfin fonds de dotation, pour être plus précis, dont un des objectifs, c'est la défense de la liberté, et l'autre, c'est la promotion de l'aventure. Donc promotion de l'aventure, je fais plutôt des expéditions, souvent avec des gens de la Société des explorateurs. Et la défense des libertés, c'est je vais dans les zones où cette défense est paroxysmique, quoi. C'est les zones de conflit. Et je m'astreins à faire un conflit par an à peu près. Donc ces derniers temps, j'ai fait l'Ukraine, j'ai fait l'Arménie, j'ai fait la Géorgie, qui n'était pas un conflit, on va dire, c'était quand il y a eu les manifestations à Tbilissi, c'était un peu une zone d'insurrection. Et clairement, la liberté était en danger, puisqu'il y a un certain nombre de lois liberticides qui s'appliquaient et qui avaient suscité d'ailleurs l'ire de la jeunesse de ce pays. Voilà, alors pourquoi les pays en guerre sont assez intéressants, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais c'est le lieu où l'homme va au maximum de ce qu'il peut faire en bien et de ce qu'il peut faire en mal. La guerre, c'est un gigantesque assassinat, finalement. Hein. Un assassinat autorisé par les États, mais il y a aussi des comportements de camaraderie, d'entraide, etc., qui sont incroyables. Vous êtes dans des situations où quelqu'un est prêt à sacrifier sa vie pour vous. Donc c'est cette espèce d'exaltation de l'âme humaine face au danger, moi m'émeut. Et maintenant, ce sont des reportages, des aventures, enfin des immersions plutôt, pour ce qui concerne les zones de conflit, où tu vas aussi, non seulement tu vas voir, constater, mais tu y vas aussi pour témoigner, et tu utilises maintenant ton stylo, tu y vas aussi des fois accompagner. Le principe de la fondation, c'est je finance une opération si j'accompagne, mais je n'avais pas trop le temps d'organiser une expédition. Donc je trouvais quelqu'un en qui j'avais confiance, parce qu'évidemment on peut pas aller dans ces zones sans avec quelqu'un d'autre que des camarades en qui on peut faire intégralement confiance. Et là, finalement, j'ai pas trouvé quelqu'un pour venir avec moi et j'ai décidé d'y aller tout seul. Et j'amène un photographe. Donc là, l'idée, c'est d'aller évidemment sur le terrain. Sur le terrain, de voir sur place, parce que rien ne remplace finalement le constat, la relation directe à la réalité. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on comprend mieux quand on est sur place. Tout se trouve sur Internet, mais je pense qu'on l'intègre beaucoup moins que quand on est directement en contact avec la situation. Donc pour moi, c'est très important d'y aller pour voir, comprendre et rapporter. En plus, c'est une zone difficile, on est en RDC, on est à l'est, et tu y rentres par le Rwanda, c'est ça? On y rentre par le Rwanda. Et d'ailleurs, je vais dans la zone contrôlée par le M23, qui est, bien que ce soit, non revendiquée par le Rwanda, une milice sous contrôle, sous sympathie du Rwanda. Ouais, elles sont financées par Paul Kagame, si j'ai bien lu ce qu'il y avait à lire, quoi. C'est le conflit du Kivu et la suite du génocide du Rwanda, puisque les génocidaires, les Hutus sont partis se réfugier au Kivu et ont été pourchassés par les Tutsis. Un autre sujet, il y a un plan de paix, un énième plan de paix de Trump, qui a été signé entre le Rwanda et le Congo, la RDC, donc République démocratique du Congo. Et là aussi, je voudrais me rendre compte des effets de cette signature sur place. Et qu'est-ce qui fait que toi, qui es un entrepreneur, un serial entrepreneur à succès, tu pourrais profiter du luxe, des grands hôtels ou Alors encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Et je ne suis pas hostile au luxe et aux grands hôtels. Mais il y a un temps pour tout, et ce qui est bien, c'est de pouvoir faire les deux. On n'apprécie jamais autant un grand hôtel que quand on a passé une nuit en tente. En fait,
j'ai toujours mené ces 2 vies en parallèle. Ça date pas d'aujourd'hui. J'ai commencé d'ailleurs par l'aventure, puisque avant de commencer à travailler, je suis parti en Afghanistan pour faire de l'aide humanitaire, et ensuite j'étais le reporter, l'envoyé spécial de l'Express sur le conflit afghan, que j'ai couvert pendant presque 1 an. Et derrière, pour différentes raisons, j'ai décidé de rentrer dans la vie active, entre guillemets, mais j'ai toujours gardé ce lien avec l'aventure, comme tous les gens d'ailleurs qui sont partis en Afghanistan à l'époque. Donc ça, c'était les années 80. Je crois que la première fois que je suis parti en Afghanistan, c'était en 85 ou 86, à l'époque de la guerre contre les Soviétiques, hein, puisque le pays était envahi par l'armée rouge. Et c'était une période assez étonnante, et on se posait pas de question de qui a raison, qui a tort, quoi. C'était l'invasion du fort sur des paysans qui n'avaient absolument rien pour se défendre. Et ça m'est resté. Si j'y suis allé, c'est parce que j'en avais besoin, parce que c'est quelque chose qui faisait partie de ma vie. Et j'ai toujours prolongé par des bourses, parce que le financement d'expédition, là, je le fais à titre personnel par ma fondation, mais je le faisais aussi par mes entreprises auparavant. Et tu peux, alors je vais me faire ton petit-fils ou ta petite-fille, ton futur petit-fils ou ta future petite-fille. Et papy, raconte-nous cette anecdote quand tu étais en Afghanistan et que tu as planté un drapeau, parce que ça c'est l'anecdote, ça, c'est plus Ouais. qu'une anecdote, c'est Ouais. fondateur. Alors ça, c'était en 86, je pense. J'étais parti avec le CID, le service intervention et développement, donc c'était l'humanitaire à l'époque. Et j'étais parti dans le nord de l'Afghanistan. Alors, le service intervention et développement, ça faisait partie de la Guilde du Raid. La Guilde du Raid qui a été à l'origine de beaucoup d'aventuriers. Et on m'a dit, tu vas aller dans le nord, dans la région de Mazar-i Sharif, Kunduz. Donc c'est une région qui est frontalière de l'URSS. À l'époque, c'était l'URSS. Aujourd'hui, c'est le Tadjikistan. Et je sais pas, on partait par idéal, en fait, hein, beaucoup plus. Finalement, l'humanitaire, c'était un peu le cache-sexe de nos idéaux. On s'est dit, on va défendre le faible contre le fort. On va aider les moudjahidines qui se battent pour la liberté de leur pays. Je sais pas, c'est quelque chose qui est passé dans ma tête. J'ai dit, tiens, je vais inverser les rôles, c'est moi qui vais envahir l'URSS. Et chemin faisant, parce qu'on marchait beaucoup, on devient assez d'ailleurs en Afghanistan, comme il n'y a pas un seul poteau télégraphique, il n'y avait aucun contact, il n'y avait pas de téléphone portable, pas de téléphone satellite. On était vraiment saisis par le paysage, ce côté sobre et magnifique des paysages afghans. On devenait un peu mystique, quasiment mystique. Et je me suis dit, si dans ce voyage, j'arrive à la frontière avec l'URSS, eh ben, je vais traverser le fleuve frontière qui s'appelle la Moudaria. Je vais le traverser et je vais planter un drapeau de l'autre côté pour crier la liberté. On était déjà pour la défense des libertés, hein, donc c'est quelque chose qui trotte dans ma tête depuis longtemps. En plantant de l'autre côté, sur l'autre rive, un drapeau sur lequel j'aurais mis liberté à l'Afghanistan, Azadi Afghanistan en persan. Et il se trouve que en arrivant à Kunduz, qui est vraiment pas loin de la frontière, on est allé avec un commandant, je me rappelle, il s'appelait Abdelkader. On est allé, il s'est trouvé qu'on était sur les berges, et là j'ai dit j'y vais, voilà. Et pour la petite histoire, le temps de traverser, le drapeau sur lequel il y avait marqué liberté, enfin l'encre fraîche s'était effacée et j'ai planté un drapeau blanc du côté soviétique. Un drapeau blanc, un drapeau de la paix, mais tu risquais gros aussi si. Ouais, oui. On rappelle que l'Afghanistan était. Il y avait les Miradors, Ouais, c'était sous la occupation. frontière a été contrôlée. Maintenant, je pense que je suis le seul de l'époque qui est vraiment traversé. Je pense pas parce que les Afghans m'ont dit oui, c'est super intéressant, mais ça sert à quoi? Et ils n'avaient pas vu ce côté un peu idéaliste, un peu symbolique, un peu romantique, parce que c'est du romantisme, hein, de la démarche. Mais finalement, cette histoire est restée et j'ai rencontré des humanitaires plusieurs années après qui étaient allés dans la même région et qui en avaient parlé. Enfin, comme quoi ça les avait marqués, finalement. Et donc là, on est dans les années 80. Les années 80, ouais. 40 ans, quasiment 50 ans plus tard. Ouais. J'aimerais bien y retourner à cet endroit précis. Ouais. Replanter un drapeau.
peut-être. Ouais. Mais j'aurais du mal à traverser parce que c'était physique quand même. Ouais. Et à l'époque, t'envoyais, là. À l'époque, j'en voyais plus que maintenant, oui, c'est sûr. D'être à des grandes palmes. Ouais. Parce que l'eau est Et froide. il n'y a plus qu'en vélo que je suis Performant. à un niveau correct Oui, c'est encore. vrai. Ouais. Et oui, justement, au rayon des plaisirs, tu as voyagé avec plein de monde, plein d'aventuriers. Ouais, Je pense à Cédric Gras l'été dernier, Ouais. je pense à Sylvain Tesson, Ouais. je vais dire mondialement, enfin en tout cas très médiatiquement Ouais. connu ici en France. Ouais. Il y a aussi Olivier Weber, ouais. avec qui tu as voyagé. Plutôt payant en guerre, Weber. Ouais. Et de tous ces compagnonnages, qu'est-ce que tu aimes? C'est le regard de ton compagnon un peu spécialiste? C'est le fait de partager une aventure? C'est quoi? Ah bah, c'est d'abord la camaraderie, le plaisir de se retrouver entre pairs, c'est-à-dire de parler le même langage, comprendre un peu les mêmes choses, avoir la même envie de goûter à cette beauté du monde, même en temps de guerre finalement. Et ouais, il s'en dégage à chaque fois une harmonie en fait. J'ai l'impression d'être à ma place. Et ensuite, finalement, il n'y a pas énormément de différence entre les uns et les autres. Bon, chacun a ses particularités. Sylvain Tesson est un magnifique compagnon de voyage. Il fait le feu, il vous bichonne presque, et puis il raconte, il parle beau, il parle de... C'est toujours très intéressant de l'écouter. Weber, c'est une encyclopédie ouverte. Sébastien Roubinet, qui est beaucoup moins connu, mais qui compte parmi les très grands aventuriers de l'époque, c'est son expertise du monde des glaces, de la navigation, qui est incroyable, avec quasiment une espèce de prescience sur ce qui va arriver, quoi. C'est assez étonnant de le voir fonctionner. Et Dugas, c'est un bon coup de pédale dans les côtes, bien chargé avec la nourriture pour la semaine qui vient. Et il parle pas trop. Il parle beaucoup, mais pas sur le vélo. Salut Go. Pour revenir aux gens importants, ces explorateurs que tu côtoies sur le terrain, et puis tu vois nos qualités, nos défauts, et les explorateurs, t'en es un, tu considères que c'est des éclaireurs, des bâtisseurs? C'est quoi? Ce que j'entendais Jean-Louis Etienne ce matin sur une grande radio nationale dire que les explorateurs étaient des bâtisseurs. Des bâtisseurs, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu tous des poètes. Alors, je n'ai oublié plein d'autres, hein, Régis Belleville, Christian Clot, Cédric, avec qui j'ai fait la dernière expédition. Ça s'est très, très bien passé. D'ailleurs, on a des projets ensemble pour la suite. Cédric Gras. Non, je pense que c'est des curieux, c'est des idéalistes. En fait, ils regroupent beaucoup de valeurs qui manquent beaucoup à l'époque actuelle, c'est-à-dire un certain courage, un besoin de sortir des chemins battus, de prendre des chemins dont on ne connaît pas l'issue, et aussi une bonne technique, quoi. C'est des professionnels, quoi. C'est-à-dire que les voyages, les expéditions sont préparés, généralement, et bien préparés. Il y a beaucoup de savoir-faire, et donc un esprit qui va entre le romantisme et l'idéalisme qui me convient bien. Ouais. Et au rayon des défauts, on dit que c'est le royaume des égos himalayesques. Mais bon, toi, tu t'en as franchi, vu que tu finances un peu tous les égos himalayesques, c'est ça? Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, je pense qu'il y a des égos himalayesques dans toutes les professions, chez les chefs d'entreprise, et c'est quand même une partie de ma vie. Il y en a énormément des égos himalayesques, hein. Donc, il n'y a rien de particulier, la Société des explorateurs. Je pense que, au monde de l'aventure, il est certain que pour faire ça, c'est-à-dire pour appréhender le risque, chatouiller l'inconnu, il faut avoir une bonne confiance en soi. Alors, elle peut dériver un peu sur un côté égocentrique, certainement. Parfois, on est ici solitaire, donc on devient aussi centré sur soi-même. De toute façon, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour projeter son cerveau ailleurs. Non, je suis pas d'accord avec ça. Non. Il y a des gens qui ont des caractères bien trempés, on va dire. Tu viens de l'évoquer, la vénérable Société des explorateurs. Ouais. Je rentre d'un festival où j'ai entendu tout et son contraire. Ouais. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est
C'est une usine parfois à fantasmes, une usine, enfin ça projette plein de choses chez les gens, en bien, en moins bien. Alors, au bout d'un moment, j'en ai tellement eu marre que j'ai dit que je n'étais pas la Société des explorateurs. J'en étais un des ambassadeurs, mais qu'il y en avait plein d'autres. Qu'est-ce que cette Société des explorateurs français, depuis 1937, elle représente et elle symbolise pour toi avec ses qualités et ses défauts? Quand on parle de la Société des explorateurs français, il faut comprendre un aspect fondamental. C'est d'abord un club. C'est un club de gens qui partagent les aventures et l'envie d'en faire. Et c'est pas une société. Alors c'est une société savante en ce sens-là, mais il faut pas en attendre beaucoup plus que ça, parce que c'est une société dans laquelle il n'y a aucun permanent. On reste dans cette notion de club. C'est une société qui a pas de budget, c'est-à-dire on ne vit que des cotisations, presque que des cotisations, et ça a l'air de convenir à la plupart des membres. Il y a une tendance, enfin il y a une question un peu récurrente, c'est est-ce qu'on se professionnalise un peu plus, c'est-à-dire qu'on embauche des permanents, mais pour ça il faut devenir une société qui fait appel aux dons, etc. Et aujourd'hui, le cap n'est pas franchi. Je pense que la CEF, donc le club de la CEF, vénère avant tout la liberté et l'indépendance. Et n'est pas prête à perdre son âme pour récolter, enfin, je ne sais pas si on perd son âme en faisant ça, mais pour faire semblant ou pour avoir des attitudes qui permettraient de se développer avec des moyens financiers plus importants, etc. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être une certaine personne peut-être en demande plus que la CEF est prêt à offrir, mais aujourd'hui, compte tenu de cette situation-là, on n'est pas toujours capable de le faire. Je voulais te poser une question, je pose la même question à tous mes invités. Le jeune, voire le petit Jean-Christian Kiep, entre ses 8 et ses 10 ans, quand on est à la fin du primaire, Ouais. il grandit où? Il est qui? Il est comment? Il est timide? Il aime l'école? Et déjà, il rêve d'être explorateur? Alors, j'ai pas beaucoup de mémoire, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut écrire. Alors, moi, je viens de l'Est de la France. Je suis né, ma famille est d'origine alsacienne. Je viens d'une famille qui est quand même assez aventureuse. C'est-à-dire, mes deux oncles ont fait la résistance. Un oncle qui est devenu curé après, qui a fini sa carrière en République centrafricaine, a fait le Vercors, et un deuxième a fait les Glières, quoi. Donc c'est quand même des références de résistance. Enfin, eux, ils étaient au combat. Ma mère faisait du renseignement pour les Américains. Donc on était assez... on aimait le risque, quoi. Donc moi, je pense que ça a passé à la génération suivante. Voilà, quoi. C'est pas... Je me suis jamais dit plus tard, je serai comme Paul-Émile Victor, que tu connais bien. J'affronterai les glaces, etc. Non, c'est venu tout seul, tout naturellement. C'était un critère presque familial. Et j'ai lu Jules Verne. Alors, vous allez dire, c'est peut-être pas glorieux, mais moi, ce qui m'a donné peut-être envie le plus, c'était les Bob Moran. Je me suis tapé tous les Bob Moran, il y en a plus de 100. Et L'Ombre jaune, etc. J'adorais ce Bob Moran qui faisait quand même pas mal d'opérations. Et c'est peut-être ça qui a concrétisé cette espèce d'envie génétique que j'avais en moi de courir le monde. Mais du coup, t'es plutôt bon élève, tu fais tes études. Alors ouais, en plus j'étais très bon. Moi, honnêtement, sans fausse modestie, j'étais très bon à l'école sans rien faire. J'ai fait maths sup, maths spé, j'ai intégré une grande école d'ingénieurs. Mais j'ai toujours gardé en parallèle D'ailleurs, quand je suis sorti d'école, j'avais aucune envie d'aller travailler, quoi. Je me suis dit, je vais quand même goûter à ce que j'aime par ailleurs faire, et c'est là que je suis parti en Afghanistan. Et qui a été le début de ma vie parallèle. Oui, parce que c'est deux vies, en fait.
C'est 2 ouais. vies en une. Oui, c'est 2 vies, mais il y a quand même... Moi, je me suis vite orienté vers la création d'entreprise, et la création d'entreprise, c'est quand même une très belle aventure. C'est une aventure en soi, ça demande beaucoup de capacité d'aventurier, c'est-à-dire appréhender l'inconnu, prendre des risques, savoir gérer les risques, plus que d'ailleurs aller le chercher, mais il faut surtout savoir gérer le risque, l'esprit de groupe pour se défendre, l'innovation comme une réponse à l'inconnu. Donc tout ça, j'ai géré dans les sociétés que j'ai lancées. Quand je faisais une expédition, je ramenais toujours les gens avec qui j'étais parti pour qu'ils fassent une conférence dans la société. Et donc, une fois, j'avais fait venir Sylvain Tesson et j'avais fait il avait assisté à une assemblée générale, en fait. En fait, il y avait l'assemblée générale et ensuite Tesson, il montrait un truc qu'on avait fait au Baïkal, je me rappelle, traversée du Baïkal. Et Tesson, il est venu me voir, il m'a dit, en fait, que tu parles à la Société des explorateurs ou dans ta boîte, c'est exactement le même discours. Et j'ai dit, bah ouais, c'est exactement les mêmes valeurs, quoi. C'est-à-dire, j'ai mis un peu d'entreprise dans mon côté aventure à la Société des explorateurs, et j'ai mis beaucoup d'aventure dans mes entreprises. Et les gens appréciaient, ça crée une dynamique très forte. Voilà. Donc effectivement, c'est des vies extrêmement différentes, mais il y a quand même, je me suis arrangé pour qu'elles aient le plus possible de points communs. Je pose aussi la question, une vie aussi sentimentale, affective, maritale et de papa que tu as réussi aussi à concilier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Oui. Ouais, c'est une difficulté de tout gérer. J'arrivais à m'accorder du temps libre un peu pour tout. Je pense que je me suis pas mal occupé de mes enfants. Quand je travaillais énormément. Je travaillais, on va dire, il y avait juste le sommeil et puis le temps de prendre d'expédier des repas, et le reste du temps, je travaillais, qui me permettait de garder, c'est aussi la chance qu'on est patron, c'est-à-dire qu'on n'a personne qui est là pour vous dire ce que vous avez à faire. Ça me laissait du temps pour partir à la fois en expédition et pour partir avec ma famille en vacances. On me disait souvent, et ça c'est quand même très intéressant, on me disait souvent que j'étais meilleur quand je revenais que quand je partais. C'est-à-dire que en fait, le fait de s'éloigner de sa société et de prendre du recul, nécessairement, ça vous donnait une ouverture qu'on n'aurait peut-être pas eue si j'étais resté derrière mon bureau tout le temps. Et ça permettait de voir des choses qu'on ne voyait pas, qu'on n'aurait pas vues. Ça me permettait d'être aussi innovant, parce que souvent, je venais avec de nouvelles idées. Je ne pense pas, en ce sens, que ça ait desservi la société, bien au contraire. Et ça, c'est pas quelque chose que je pense personnellement, c'est un retour que j'ai souvent eu de mes associés. Et parmi toutes ces aventures, j'ai souvenir qu'on en a partagé, que tu m'en as partagé pas mal là, quand on pédalait ensemble, quand on se retrouve à la Société des explorateurs. Mais je voulais peut-être faire un focus sur un type, un illustre, un explorateur inconnu maintenant, qui en plus est décédé. Je crois que mémoire, c'est Thierry Barbier. Oui. Et c'est peut-être là le moment là sur les ondes de lui rendre hommage, parce que c'est un sacré aventurier, un sacré explorateur. Tu peux nous raconter un peu cette exploration improbable, culottée à laquelle tu as participé, que tu as financé. Je pense que en termes esthétiques, c'était une de mes plus belles aventures. Ce raid avec Thierry Barbier en ULM. Il y a 3 films qui ont été faits sur Thierry Barbier, mais ils n'ont pas été diffusés. En fait, c'était des films qui retraçaient sa vie, qui interviewaient des gens qui ont eu la chance de le fréquenter, dont moi. Et ces films sont très bien, et c'est dommage qu'ils ne soient pas plus diffusés. Ouais, c'est vraiment dommage. Donc l'idée avec Thierry Barbier, c'était d'aller sur ma partie, parce qu'en fait, lui, il faisait quasiment un tour du monde, c'est aller sur les traces de l'aéropostale, en Amérique du Sud. Donc on était parti, non pas à Buenos Aires, mais à Montevideo, parce que pour des problèmes de douane, c'était plus facile. Et il avait un ULM, un Triax, un Ninja. Donc on était en cabine. Pour le long cours, c'est mieux que d'avoir le truc à balancier, là. Et on a longé toute la côte maritime de l'Argentine jusqu'à Ushuaia. Et ensuite, on est remonté par les Andes.
Et c'était un festival animalier, en fait. Autant j'ai assez peu d'appétence pour faire l'ULM en Europe parce que tout est normé. Il faut voler à telle altitude selon tel plan de vol. Il faut monter en altitude. Là, on volait à 3 mètres de hauteur, quoi. Donc, on était dans la pampa. En plus, à 3 mètres de hauteur, il y a un effet sol, quoi. Donc, on consomme moins de carburant. Le sol vous porte, l'air se coince entre votre aile et le sol. Et c'était extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'on voyait des chevaux sauvages, des hordes de chevaux sauvages, beaucoup de flamants roses. Il y avait énormément de flamants roses parce qu'il y a un endroit en Argentine où tu as beaucoup de petits lacs salés, des guanacos, et puis quand on est allé à la péninsula Valdez, je pense de manière totalement non écologique, on a dû mettre à l'eau plusieurs millions de pingouins, quoi, et de phoques et de... D'ailleurs, c'est pas des pingouins, c'est des manchots. C'est ça, hein? Ouais, j'allais le dire. Ouais. J'ai vu le sourcil qui se fronçait. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et évidemment, budget minimum. Avec Barbier, c'était toujours budget minimum. Et ce plaisir d'atterrir. Il y a souvent des pistes comme ça dans la Pampa ou à côté d'une grosse hacienda. Mais comme l'Argentine, il y a eu beaucoup d'eau et de bas, il y a des pistes, mais souvent qui sont pas entretenues, etc. Mais on atterrissait quand même. Et on dormait sous l'aile de l'avion. Enfin, c'était génial. On avait juste quelques tomates, une banane, un peu de pain. Et c'était assez marrant parce que la descente, je me rappelle que toute la descente vers Ushuaia, on a maigri tous les deux. Et la remontée, on est passé par les Andes. Et la partie des Andes est beaucoup plus habitée. Et la presse locale avait parlé de l'expédition et on se faisait inviter par les aéroclubs, les uns après les autres, et à chaque fois qu'on arrivait, c'était asado, c'était un festin, on n'a pas arrêté de manger. N'est-ce pas grillade Ouais, donc on a repris les kilos qu'on avait perdus. Ouais, j'ai un très très bon souvenir de ça. Tu peux peut-être nous décrire physiquement, même moralement, le bonhomme, parce que Thierry Barbier, c'est une gueule, c'est un explorateur comment, celui-là? C'est un tout petit bonhomme qui a l'air de rien, qui, alors pour le coup, prépare assez peu ses expéditions. Il croit beaucoup à la chance. Ça lui a porté chance, mais pas complètement, puisque finalement il en est mort. Et je pense qu'il en est mort parce qu'il y a eu un problème de moteur, quoi. Le moteur était pas assez, était certainement trop vieux parce que c'était un budget de changer le moteur d'un ULM, mais il l'avait pas, je pense. C'était quelqu'un d'éminemment sympathique, c'est-à-dire il y avait jamais de soucis, quoi. Enfin, tout roulait. Voilà, un éternel optimiste. On avait un petit problème de moteur, il bricolait un petit truc en disant ça va aller. Moi, j'y connaissais rien, je lui faisais confiance, hein, donc ça allait. Voilà. Il était marrant, il avait un sourire incroyable, quoi. Il mettait de la bonne humeur dans tout, ça roulait, quoi. Il faisait juste ce qu'il fallait pour pouvoir financer ses expéditions. Il était assez frugal. Il faisait toujours ça à budget minimum, même techniquement. Et d'ailleurs, il n'avait pas que des amis, parce que moi, ça m'allait très bien, mais il y a des gens qui comprenaient pas cette espèce de dilettantisme. Cela dit, c'était un très très bon pilote. Et ça, j'ai vraiment des raisons pour le dire, parce qu'il nous a sorti de situations incroyables. Et j'ai fait 2 choses avec Barbier. J'ai fait ce truc du LM, et j'ai fait une traversée de Madagascar à moto. Donc on avait des motos, et ma moto, elle tombait, je crevais tout le temps. Et puis, bon, c'est assez facile de réparer à Madagascar, n'importe quel village. C'est des motos chinoises qui se réparaient aussi vite qu'on les cassait. Jusqu'au jour où j'ai vu la chambre à air, quoi. La chambre à air, elle était... il y avait que des rustines. Et ça, c'était Barbier, quoi. Il s'était procuré la moto au moindre coût. Et du coup, pendant tout le long, on en subissait les conséquences. Moi, ça m'a fait rire, mais ça pouvait m'énerver, ça pouvait déplaire, et ça déplaisait à certains. C'était l'exploration rustine. Voilà. Et tu as participé aussi à d'autres explorations moins rustines, ou pas? Moi, j'avais fait la partie donc Amérique du Sud. Ensuite, il était remonté par le Brésil, l'Amérique centrale,
l'Amérique du Nord et il avait traversé. Il est retourné en Europe en traversant par le Labrador, le Groenland, l'Islande, etc., quoi. Donc c'était des trucs assez couillus, quoi. Hein. Il avait un parachute dans son ULM et personne ne savait s'il marchait ou pas. Hein. Et d'ailleurs, il l'a pas utilisé hein, quand son avion. Tu as toujours eu cette propension à renifler l'explorateur et à faire confiance. Et c'est moi qui vais chercher les aventuriers, et pas l'inverse, en fait. Ça me paraît indispensable, parce que pour que j'accompagne une expédition, il faut que je connaisse la personne, que j'ai confiance en elle. J'avais confiance en Barbier, c'était un choix. Et j'aurais beaucoup de mal à ce qu'on vienne me voir en disant, voilà, je vais faire ça, est-ce que vous pouvez financer, moyennant quoi vous m'accompagneriez? Ça, non, je ne me sentirais pas de le faire. Non, donc c'est moi qui vais chercher les gens. Et là, de plus en plus, maintenant, tu t'es emparé de la plume, de ta littérature pour développer finalement une troisième vie, là, une vie d'écrivain, d'écrivant. J'ai toujours écrit, mais je ne cherchais ni le succès, ni... Et puis j'ai une tendance à aller plutôt dans les analyses un peu chiadées, quoi. Donc je vais plutôt dans les revues de géopolitique que dans un news magazine dans lequel on parle des odeurs, des trucs, des sensations locales. Je préfère de faire des choses un peu plus intellectuelles. J'ai toujours écrit. D'ailleurs, en revenant d'Afghanistan, j'ai fait un récit qui s'appelle Amoudaria, qui a reçu un prix, et j'ai continué par la suite, quoi. Enfin, t'as toujours écrit, mais t'étais pas publié. Là, t'es publié maintenant. Bah, j'étais publié. J'étais beaucoup publié sur l'Afghanistan. D'ailleurs, mes articles faisaient référence à Sciences Po, je me rappelle, mais dans des revues qui peuvent être confidentielles. Mais à la grande époque de l'Afghanistan, de toute façon, donc j'étais reporter pour l'Express, donc forcément, je faisais des papiers, mais j'ai aussi écrit pour Stern en Allemagne, un certain nombre de revues en France. Je suis passé à la radio. Non, j'ai fait pas mal de choses. Là, j'ai plus le temps. Ensuite, toute ma période professionnelle, j'allais dans une expédition, préparer de A à Z. Moi, je glissais les pieds sous la table et puis je suivais, quoi. Et puis derrière, non, j'écrivais assez peu cette période-là, mais dès que j'ai arrêté, j'ai eu un peu plus de temps, je me suis remis à écrire. Et est-ce qu'on va retrouver les récits de ces expéditions auxquelles tu as participé et t'as pas encore écrit? Il y a un livre qui s'appelle Récits d'aventuriers, qui est plutôt un succès de librairie, que j'ai co-dirigé avec Olivier Weber, dans lequel j'ai 2 récits. Un sur l'Afghanistan et l'autre sur une expédition avec Sébastien Roubinet, sur la glace. Et sinon, oui, il y avait aussi, je crois, Récits poétiques d'aventuriers. Mémoire poétique d'aventuriers, où j'écris également un truc. Sinon, non, j'ai écrit sur à peu près sur tout, hein, le Kurdistan, la Géorgie, l'Arménie, l'Ukraine, et le Kiouch, je ferais quelque chose, ouais. Et j'ai cette liberté incroyable que je n'ai pas besoin de ça pour me financer, en fait. Donc j'ai aucun besoin de gagner de l'argent. De toute façon, tous les bénéfices partent à ma fondation et pas à moi. Et ça me donne une liberté incroyable, déjà de dire exactement ce que je veux, quoi. Justement, dans ce monde parfois très aseptisé, dans ce monde très moraliste, très manichéen, des médias aussi qui parfois sont très polarisés. Oui. Toi, ta voix, celle de la liberté, elle est importante, et en quoi elle est importante? Parce que je pense qu'elle est totalement libre. Je n'ai pas de maître quand j'écris, parce que je n'ai pas besoin de le publier. Donc si c'est publié, je suis ravi. Et je n'ai pas besoin d'avoir des fruits de ça. Et je suis souvent consterné par le côté manichéen, le côté de cette schématisation, cette culture de la vie plutôt que du raisonnement travaillé, réfléchi, analysé. Et j'ai beaucoup de mal. Il y a un bon, un mauvais, il y a... Et avec... finalement, on peut se demander si la parole est encore libre en Europe et en France. C'est-à-dire que si on n'adhère pas à une certaine vision, qui est souvent une vision schématique, une vision pratique,
parce qu'on sait qu'elle va être adoptée par le plus grand nombre, sans trop d'efforts, on est mal considéré, on a moins droit au chapitre, et vous êtes même, enfin, on peut vous classer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être prudent sur le conflit ukrainien sans être taxé de pro-Poutine. Je suis absolument pas pro-russe, ni pro-ukrainien, moi je suis pro-français, avant tout. Et je pense que derrière chaque prise de position, il faut une réflexion. Or aujourd'hui, aidé par les réseaux sociaux qui créent des tribus dans lesquelles tout le monde dit la même chose, et donc on peut s'auto-convaincre de trucs qui sont complètement faux et qui sont même parfois bêtes, mais comme tous ses voisins, tous ses collègues pensent la même chose, on se dit, bah voilà, on a raison, puisque on pense tous la même chose. Aller sur le terrain, c'est une protection à ça, parce qu'on voit quand même mieux, et puis on est dedans 24 heures sur 24, et pas le temps de lire un article, quoi. Donc ça crée d'abord une compréhension meilleure, mais aussi une concentration sur le sujet. Mais même, enfin, il y a des grands reporters qui vont dans les conflits, qui sortent avec des avis qui peuvent être complètement différents de ceux que moi je pourrais avoir ou quelqu'un d'autre. Donc ça ne suffit pas, quoi. Il faut cultiver l'objectivité, la neutralité et l'esprit de liberté, en ce sens que il faut écrire ce qu'on croit être vrai, parce qu'on a envie d'être publié ou parce que c'est ce que les médias attendent. Moi, j'ai cette chance énorme de ne pas avoir de carrière à faire. Je pense que ça me donne une énorme objectivité. Peut-être pour clore ce chapitre un peu sur la liberté, on est dans une époque aussi, il y a beaucoup de repentance, il y a beaucoup de... En tout cas, dans les médias, j'étais encore dans un festival où il y a cette espèce toujours un peu de moralisme, et des gens, une jeune génération qui jugent avec les yeux de notre époque, avec tout le savoir qu'on a dans un téléphone. Alors, en ce moment, j'écris beaucoup de tribunes, j'en publie plusieurs, et j'ai abordé ce sujet. En fait, le titre de la tribune, c'est « Pourquoi la France se trompe généralement en politique étrangère ?» Et c'est très lié. Et j'ai abordé ce sujet de la repentance, qui résulte d'une certaine bien-pensance, quoi. C'est-à-dire, on croit bien faire en se repentant, qui est pas faux. C'est bien de se repentir. Mais il faut pas attendre des gens à qui on destine cette repentance. Donc c'est essentiellement pour ce qu'ont fait nos présidents. Ça a commencé par Hollande et ensuite par Macron, qui vont accueillir ça positivement. C'est-à-dire que ça va nous servir. Et un chef d'État, il faut d'abord qu'il vive dans l'intérêt de son pays. Mais se repentir, ce n'est que accepter ce que les autres pensent et qui, du coup, vont vous en vouloir encore plus. C'est-à-dire que la repentance a, dans les faits, un effet contraire à ce qu'on pourrait attendre. Ça conforte auprès des anciens colonies. Tu parlais de colonisation, je suppose. Hein. Donc, mais parce que la repentance, ça porte sur d'autres choses aussi. Hein. Et ça les conforte, et donc c'est comme si ça ouvrait un peu la porte la boîte de Pandore, et en disant on vous l'avait bien dit, etc. Donc c'est très, comment dire, c'est presque chevaleresque, mais il faut pas s'attendre à ce qu'on nous remercie pour ça. Voilà. Et la bien-pensance, qui est un peu la source de ça, c'est quelque chose de terrible, parce que la bien-pensance, c'est un sentiment qui est décorrélé de la réalité du monde. C'est-à-dire que souvent, elle conduit à faire des erreurs. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est bien pensant, on pense bien faire, mais souvent, ça conduit à quelque chose de négatif, c'est-à-dire qui va à l'encontre de ce qu'on voulait faire finalement. Et parce que le monde, il fonctionne tel qu'il est, et les hommes ne sont pas des anges. Et souvent, par exemple, considérer que les frontières sont intangibles, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais changer de frontière, ça c'est une approche bien pensante qui est catastrophique. Parce qu'il faut regarder comment les frontières ont été faites à une époque. D'abord, c'est souvent en Afrique, c'est un fait colonial, il faut le savoir, on a maintenu les frontières coloniales, c'est pas du tout des frontières naturelles, c'est pas des frontières qui rassemblent les mêmes peuples, etc. C'était basé sur le contrôle par des coloniaux d'une zone, quoi, indépendamment de quoi que ce soit d'autre.
Pareil pour les frontières de l'Arménie, les frontières de l'Ukraine, etc. En Arménie, j'y suis allé quelques fois. Il y a le Haut-Karabakh qui faisait partie de l'Azerbaïdjan, puisque Staline a décidé que ça faisait partie de l'Azerbaïdjan. Mais le Haut-Karabakh, c'est une terre arménienne, il n'y avait que des Arméniens. Pourquoi Staline a fait ça? Staline a fait ça, un, parce qu'il détestait les Arméniens, pour des raisons familiales, et deux, parce que le pouvoir central de Moscou avait intérêt à foutre des pommes de discorde un peu partout dans les autres républiques soviétiques pour pouvoir mieux les contrôler. Donc en fait, il foutait la merde. Et sous prétexte que c'était une frontière, donc intangible, on ne pouvait pas la remettre en cause, personne n'a reconnu, aucune grande puissance n'a reconnu que le Haut-Karabakh était arménien. À partir du moment où on ne reconnaît pas, on ne peut pas aider. Et ben donc voilà, donc il y a eu un espèce de... Il n'y a pas eu, oui, on peut dire, un quasi-génocide sur l'Arménie, donc ils n'ont pas été tués parce qu'ils sont partis, mais c'est une population déplacée, et c'est une des caractéristiques d'un génocide. Donc il y a 120 000 Arméniens qui sont partis du Haut-Karabakh et qui sont allés se réfugier essentiellement en Arménie, sans que le monde ait bougé. Voilà, ça c'est de la bien-pensance. Tu viens de le dire, les hommes sont pas des anges. Bah oui, Ouais, non, mais toi, tu as été sur de nombreuses zones de conflit. Tu as vu la laideur de l'âme humaine. ouais, j'en ai parlé au début, c'est un peu la laideur et la beauté en réaction. Ouais. Et justement, de toutes ces expériences, en termes de laideur et de beauté, si t'en avais, c'est toujours réducteur, hein, mes questions, mais si t'en as une qui te vient comme ça, brûle pour point. Je dirais la plus belle, c'est l'Afghanistan, parce que c'était une guerre tellement pure, tellement simple. Les Russes, les Soviétiques, l'armée rouge invaincue contre les pauvres moudjahidines, là. Donc les moudjahidines, c'était des paysans des villages qui prenaient des pétoires. Ils ont commencé avec des fusées Enfield et ensuite ils sont passés à la Kalachnikov, l'arme des guérillas. Donc ça, il y avait, ouais, c'était le plus beau. Le pire, c'est tout ce qui touchait à l'islamisme, Daesh, etc., quoi. Donc Syrie, l'Irak, ça c'était horrible parce que c'était une volonté de détruire, de massacrer à la fois les hommes et les choses, quoi. Ouais, je pense que c'était particulièrement sale. Ouais. Et la beauté du monde, elle est dans la littérature, de voyage ou pas, elle est dans la géopolitique, elle est chez toi, elle est où la beauté, ou les beautés du monde? En expédition classique, c'est la beauté du monde, c'est le paysage. Ça, c'est sûr. Pays de guerre, c'est les gens. C'est évidemment les gens. Il n'y a pas autre chose. Souvent, les territoires de guerre, c'est pas très beau, quoi. Et de toute façon, c'est détruit. Mais il y a une beauté dans la musique, il y a une beauté dans la lecture, dans l'écriture. La beauté, on peut la trouver partout. Moi, je suis un consommateur universel de beauté. Et puis même, n'importe quelques sujets auxquels on s'intéresse, à partir du moment où on se passionne, on approfondit un peu, on trouve de la beauté. On trouve des choses exaltantes qui vous saisissent le cœur. Je pose la même question à tous mes invités. Et la mort dans tout ça? Et la mort dans tout ça. La mort, en fait, moi, la mort ne me traumatise pas. Moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est la déchéance, en fait. C'est de se voir faiblir, de se voir plus capable de faire des choses qu'on faisait, etc., de devenir de plus en plus grégaire. Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. J'essaie de le reculer au maximum. Voilà. Mais la mort, on n'y pense pas. Quand on fait des faits un peu courageux, entre guillemets, on y pense avant. Pendant, on n'a pas le temps. On est dans l'action. Si on y pense pendant, c'est très mauvais signe. Parce que c'est là qu'on a les comportements les plus inadéquats. Et on y pense aussi après en disant « Ah, j'aurais pu y rester, quoi ». Je sais pas qui disait le timide a peur avant le danger, le couard a peur pendant le danger, et alors je sais pas, le troisième a peur après. Ouais. Moi, je suis plutôt après. Voilà. On essaiera de retrouver
la citation. Attends, le timide, le courageux et je sais plus. Entrepreneur. Non. L'explorateur. Non. Ma dernière question, il y avait Ouais. Les Piliers de la mer de chez Albin Michel, un livre d'un certain Sylvain T. On va Ouais. dire Tesson. Il y avait une dédicace. Vous voulez juste te faire réagir dessus? Voilà. Je suis avec la dédicace. Pour Jean-Christian, les piliers de la mer ne reculent jamais, lui non plus. Ah oui. Ouais, il m'a fait ça récemment. C'est faux. C'est faux. Il faut savoir reculer. Il faut de temps en temps, c'est bon de reculer. Je pense pas que l'aventurier se définisse par ça, quoi. Un homme doit savoir reculer quand c'est nécessaire, mais ce n'est que pour rebondir et avancer différemment. Écoute, on te souhaite plein de beaux rebonds, de longs rebonds, de multiples rebonds. Et ben bonnes expéditions au pluriel. Merci. Jean-Christian. Merci. Merci à tous d'écouter le podcast Septentrion, là où souffle l'aventure. Rendez-vous bientôt sur les plateformes avec un nouvel invité. Et comme disait mon grand-père, Kenavo,